Bonjour à tous. Bienvenue à notre assemblée virtuelle avec la mairesse sur les enjeux de priorité des jeunes montréalais. Ce soir, on a avec nous Valérie Plante, mairesse de Montréal et chef de projet Montréal. Moi, je suis Mohamed Afak Mansour, représentant des jeunes pour Projet Montréal. Ce soir va se dérouler en deux parties. Une première partie qui sera consacrée à une discussion avec moi et la mairesse sur les enjeux qu'on trouve priorité pour les jeunes. Et une deuxième partie qui va être consacrée aux questions du public. Alors, on aura des questions écrites que moi je vais poser et d'autres vont être posées directement par les membres de l'audience. Alors, avant de commencer, je passe un petit mot de bienvenue à la mairesse. Merci beaucoup, Mohamed. Momo, hein, je pense qu'on peut, Oui. je t'appelle par ton prénom, pas ton prénom, mais ton surnom, voilà. Oui. Alors, merci beaucoup, Momo. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui, ce soir, et aussi de pouvoir, c'est une belle occasion pour moi de m'adresser à toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, de parler aux jeunes entre 18 et 30 ans, grosso modo. On vit une période vraiment particulière en ce moment. La COVID, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, qu'on soit petit, moyen, un adulte, une personne aînée. Mais je pense que c'est dur pour les jeunes parce qu'on est à un âge où on a envie d'être avec nos amis, on va à l'école, on a des activités sociales. Puis là, c'est comme une période où on dit, ben non, on reste à la maison, on reste avec notre famille, on minimise les rencontres. Donc, je voulais en profiter pour, d'une part, dire à tout le monde que je suis fière d'eux parce que lors de la première vague, ils ont été très, très résilients. Vous avez été très résilients. Et vous dire que maintenant, on doit un peu refaire le même exercice. Mais, alors, il y a la COVID, mais sinon, il y a les valeurs du parti, hein, celles qu'on aime tant. Et j'ai hâte d'avoir les questions du public parce que j'ai envie aussi d'entendre vos préoccupations puis que moi, je vous parle aussi de ma vision pour la ville. Qui, malgré la COVID, moi, je l'imagine verte, dynamique, inclusive. Ça, c'est très, très important. Axée sur le transport collectif, où tout le monde peut se loger. Mon Dieu, une ville idéale. Mais pour y arriver, il faut qu'on travaille très fort. Il y a moi comme mairesse, mais il y a aussi tous les citoyens et citoyennes qui l'habitent. Alors, sans plus attendre, j'ai envie qu'on commence à jaser. Et puis, bien hâte d'entendre les questions tout à l'heure. Certainement. Alors, comme vous l'avez déjà mentionné, c'était des mois assez difficiles ces derniers temps. Maintenant, on rentre dans la zone rouge depuis hier, un quasi-confinement à partir de demain. Comment avez-vous vécu ces derniers mois en tant que mairesse, en tant que personne qui était en charge? Comment avez-vous vécu ces derniers mois? Et surtout, comment voyez-vous la suite des choses pour Montréal? Surtout quand elle était une des villes les plus durement touchées à cause de la pandémie. Oui, c'est une bonne question. Je pense que la première vague, il y avait beaucoup d'inconnus. Il y a encore de l'inconnu, mais on a quand même on comprend mieux comment le virus évolue. Et puis, tout au long de cette période-là, donc depuis le mois de mars, le rôle que je me suis donné, c'est d'être la personne qui accompagne les Montréalais dans ces changements brutaux, il faut se le dire, de pouvoir bien les informer, d'être aussi une présence rassurante, une personne en qui ils peuvent avoir confiance, parce qu'effectivement, en ce moment, il faut faire confiance à la science, il faut faire confiance à la population qu'on va savoir naviguer là-dedans. Alors, et la deuxième vague, je le vois un peu de la même façon, tout en ayant en tête le développement économique. Parce que là, on le sait, c'est dur pour Montréal. Certainement. C'est dur pour les entreprises, les restaurants, l'industrie culturelle et tout ça. Donc, c'est de travailler avec mes partenaires provinciaux, fédéraux, pour aller chercher des gains, des sommes pour nous aider. Puis, éventuellement, là, dès qu'on va sortir un peu la tête de l'eau, là, de pouvoir déjà penser au futur parce que je pense qu'on vit tous d'espoir. Et pour moi, l'espoir, c'est des projets qui font triper les gens, là. On aime ça entendre ça. Alors, on va déjà passer dans notre premier thème de la soirée, notre premier thème de discussion. Alors, le premier thème va être la transition écologique et la mobilité, deux sujets très connexes. Alors, il y a un an, on était 500 000 à marcher dans les rues de Montréal. On était là, on était en train de faire du bruit pour qu'il y ait des actions concrètes contre le changement climatique. On avait vous qui étiez là. On était très contents de voir la présence de la mairesse dans une foule. On avait Greta Thunberg qui nous a honoré avec sa présence. Elle a fait un discours magnifique. Je l'étais là. J'ai adoré cette journée. Récemment, les souvenirs ont passé sur Facebook. J'ai adoré ça. Ça a fait du bien. Ça fait un an, mais ça a l'air que c'est tellement de vieux temps, ça. Sinon, mais à cause de la crise, beaucoup de gens ont peur que le sujet devienne secondaire.
malgré l'urgence pour combattre le changement climatique, beaucoup de gens ont peur, surtout les jeunes. Comment peut-on assurer que la lutte au changement climatique ne soit pas reléguée aux oubliettes et qu'elle demeure une priorité en politique? Ça, c'est une très bonne question parce que tu l'as très bien dit, Momo, là, on est dans l'urgence. On sent qu'il y a des gens qui ont de la misère à se nourrir ou même qui ont peur pour perdre leur emploi. Alors, c'est vrai qu'on est vraiment dans le quotidien, l'urgence. Mais il ne faut pas oublier nos objectifs à plus long terme et même la pandémie qu'on vit en ce moment. Je pense qu'on peut la relier aussi au changement climatique. Certainement. On commence à avoir de plus en plus de preuves qui nous montrent comment certains virus peuvent se propager différemment, comment différentes plantes ou animaux se retrouvent dans d'autres milieux qui n'étaient pas prévus à cause des changements de température. Donc, tout est interrelié. Donc, pour moi, comme mairesse de Montréal, qui a toujours fait de l'environnement un sujet primordial, je ne l'oublie pas. Mais c'est sûr qu'il faut avancer, il faut accompagner les gens dans ce changement vers les changements climatiques. Et présentement, on entend un peu la population qui dit « Ah non, pas de changement! » parce que c'est difficile. Ça doit être dur pour ce message en même temps. Oui, exactement. Mais dans tous les cas, dès qu'on a encore notre plan climat sur lequel c'est un plan de transition, hein, on veut diminuer on veut diminuer nos GES de 55 pour 2030. C'est majeur. Alors, on a un plan, on a une feuille de route et bientôt, on va le présenter dès qu'on va avoir une opportunité. Parce qu'en même temps, on veut que les gens entendent et qu'ils soient ouverts. Alors que pour l'instant, à cause de la zone rouge, encore une fois, on sent que les gens sont moins dans l'ouverture. Mais ce plan climat-là, pour moi, c'est un des legs presque que je veux laisser aux Montréalais pour que, quoi qu'il arrive, on se dise, on s'est donné un objectif, voici la feuille de route, on y va, et ça va toucher le plastique, le gaspillage alimentaire, le gaspillage vestimentaire, ça va toucher également comme on veut faire des quartiers à très faible émission. Oui, ça va être très, très intéressant. J'ai bien hâte de le présenter. Je suis certain que les jeunes vont être très contents d'entendre ça. Oui, je pense aussi, parce que d'ailleurs, je veux juste le dire, en fait, on parlait de la manifestation de l'année passée et des fois, quand je suis un peu découragée ou je me demande « Ah, on va-tu y arriver? » Moi, je pense à ça. Je pense à un demi-million de personnes, Greta qui est là. Il faut garder ça à l'intérieur pour nous dire « Non, on le fait pour les générations futures, dont les jeunes. Là. Donc, moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin des jeunes pour garder ce sujet-là dans l'actualité. Pour pas qu'on dise « Ah, on s'en occupera plus tard. » Non, maintenant. C'est parfait, ça. Alors, un sujet connexe avec la transition écologique, c'est le transport. Pour réussir une transition écologique, il faut miser sur les transports en commun. Récemment, à cause de la COVID, l'utilisation du transport en commun a diminué et beaucoup. Les gens ont abandonné la STM, le bus et les métros. Ça nous rend tristes. Absolument. Surtout que vous avez fait le transport un enjeu prioritaire de votre mandat. Quelles sont les prochaines grandes étapes pour améliorer les transports en commun et relancer son utilisation par la population qui l'a quelque peu délaissée? Oui. En fait, ce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est qu'avec la COVID, moins de gens sont venus à Montréal, donc il y avait moins d'émissions de gaz à effet de serre. Mais on peut s'attendre qu'éventuellement, lorsqu'on va sortir de ce moment-là, l'utilisation de voitures et de camions, elle va augmenter aussi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner les transports collectifs et continuer d'investir parce que peut-être qu'à court terme, on se dit, ben voyons donc, il n'y a pas un chat dedans. Mais c'est pas vrai. Sur le moyen et long terme, il va y avoir des gens qui vont le prendre. Puis aussi, c'est des projets qui sont vraiment intéressants. Quand je pense à relancer l'économie, moi, je pense au transport collectif. Puis, ultimement, ce qu'on veut, c'est que les gens décident de laisser la voiture à la maison parce qu'ils ont un moyen de transport accessible, rapide, en face de chez eux, ou presque. Exactement. Fait qu'on est beaucoup... pour moi, cette logique-là, elle est très importante. On continue de travailler avec la STM. On a des beaux projets comme la ligne bleue sur lesquels ça va bien, sur lesquels je mets beaucoup d'énergie. Le REM aussi, d'est en ouest. Ça aussi, j'y crois énormément. Beaucoup de projets de tramway aussi. Oui, exactement. Fait que c'est autant de projets qui sont, pour moi, quand je parle du transport collectif, c'est qu'il faut arrêter de le voir comme une dépense, mais il faut plutôt le voir comme un investissement économique pour la santé, pour l'employabilité, pour l'isolement. C'est vraiment, je continue d'y croire. C'est parfait, ça. Alors, en parlant du transport, il y a aussi le transport actif. Oui. Pendant le confinement, on a vu que beaucoup des
des mesures court terme et long terme ont été déployées pour réaménager les rues. On a mis les corridors sanitaires, on a vu les rues piétonnes, comme Mont-Royal, que j'adore. Oui, c'était super. Il y a aussi les pistes cyclables qui ont fait beaucoup de bruit, notamment le projet Réseau Express Vélo. Ouais. On a vu qu'il y a eu beaucoup de bruit à cause de l'axe Saint-Denis, beaucoup d'acharnement dans les médias. Il y a eu quelques supports aussi, mais beaucoup de bruit négatif. Mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous pensez que c'est un projet qui était nécessaire, le Réseau Express Vélo? Oui, avec plaisir, parce que quand tantôt je disais que les gens sont peut-être moins ouverts au changement parce qu'ils n'en peuvent plus à cause de la COVID, je pense que le rêve rentre dans cette catégorie-là, où les gens ont dit « Ah, je pas tout de suite, plus tard ». Mais le projet du rêve, on l'a mis en place d'abord et avant tout pour des questions de sécurité. Depuis 2014, c'est près de 300 incidents qui ont eu lieu entre des piétons, des cyclistes et des voitures. Là. C'est énorme. Sur Saint-Denis, là, c'est vraiment énorme, 300. Et là-dessus, on peut en compter une dizaine dont les personnes sont décédées. Je pense à Mathilde Blais, cette jeune femme d'une trentaine d'années qui allait travailler. Elle est sur son Bixi, elle se fait happer par un camion, elle est décédée. C'est d'une tristesse. Alors, à un moment donné, il faut se poser... nous, on a toujours dit que la vision zéro, c'était primordial. Moi, je dis que la sécurité, ça doit être en haut de notre liste quand on aménage les rues, les trottoirs et notre façon d'habiter la ville. Alors, c'est la sécurité qui nous a motivés d'abord et avant tout. Et là, ça va être intéressant parce que chacun va avoir sa place. Les piétons sur le trottoir, les cyclistes dans la voie cyclable et les voitures sur la voie, et les voitures stationnées et les voitures qui roulent. Alors, il y aura de tout, mais ça va aussi permettre de complètement changer la dynamique de la rue Saint-Denis, qui est présentement essentiellement une autoroute. Alors, je pense que pour le commerce, ça va devenir intéressant parce que les gens, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est une expérience. Ils peuvent toujours commander sur Amazon ou ils peuvent aller sur leur petite artère commerciale locale où c'est agréable, il y a des belles terrasses et on s'entend parler. Alors que là, Saint-Denis, l'expérience est un peu quelconque. Ouais. Alors, nous, on fait le pari que ça va être bon pour la sécurité, ça va être très bon pour changer la dynamique commerciale de la rue. Et beaucoup d'études ont démontré ça, que les pistes cyclables, à court terme, ça peut faire un peu de dérangement, mais à long terme, ça amène des bénéfices, surtout pour les commerçants. Absolument. Alors, je pense que ça brasse parce qu'on remet en question le statu quo, où avant, c'était tout à la voiture, puis un petit peu de place pour les vélos, puis un petit peu de place pour les piétons. Puis là, on remet ça en question. Ça dérange, mais je pense que pour la sécurité, on ne doit pas lésiner sur les efforts. Merci beaucoup pour votre réponse. Maintenant, merci pour les réponses très élaborées sur nos questions sur la transition écologique et la mobilité. On sait que vous tenez ça à cœur et moi, je suis très fière d'avoir une mairesse qui est le transport dans le cœur. Maintenant, on va aller dans un deuxième thème. Le thème, c'est une ville inclusive. Oui. Alors, récemment, pas trop longtemps, il y a eu le rapport de l'OCPM qui est sorti sur le racisme et la discrimination systémique. Absolument. On a vu beaucoup de manifestations en faveur du mouvement Black Lives Matter. Beaucoup de gens, surtout les jeunes montréalais, se demandent comment nous pouvons faire davantage pour lutter contre le racisme et la discrimination. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est une bonne question parce que quand on parle de racisme et de discrimination systémique, de par le terme, ça veut dire que ça peut être incrusté, imbriqué, tant dans les institutions que même les comportements individuels. Donc, on a un très, très gros travail à faire, comme je dirais, chaque individu, mais bien sûr, les institutions, comme la Ville de Montréal, on a un exemple à donner. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment fière que les gens se soient mobilisés pour demander une commission sur le racisme systémique. Ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de signatures, donc bravo. Et ça a amené la Ville à demander à l'OCPM de faire une consultation. De cette consultation-là, plusieurs recommandations, dont les 3 premières qui sont importantes pour marquer le pas, marquer le sérieux de la démarche. Et puis la Ville, on a décidé de les appliquer toutes les 3. 1, reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Alors, la Ville de Montréal, on est d'accord que c'est vrai, c'est une réalité. Deuxièmement, on voulait mettre un élu ou une élue responsable. C'est Mme Cathy Wong, exactement,
qui s'occupe de ce dossier-là au comité exécutif. C'est pas rien. Hein. Au comité exécutif, on a le transport et l'aménagement, l'habitation, le développement social. Et là, maintenant, on a un poste qui est pour tout ce qui touche les discriminations systémiques ainsi que la langue française. Et c'est Mme Wong qui s'en occupe. Et bientôt, on va nommer un ou une commissaire, donc une personne qui vient de la société civile, qui, par son expérience et tout son bagage, va venir aider la Ville à faire les changements qui importent. Parce que pour moi, pour que ça fonctionne, et j'ai envie de dire que tous les grands employeurs, parce que la Ville de Montréal, on emploie 28 000 personnes, on est le plus grand employeur de la région métropolitaine, on doit être beaucoup plus proactif et avoir des objectifs clairs au niveau de l'emploi. S'assurer qu'il y a beaucoup plus de diversité, que les personnes racisées trouvent leur place à la Ville de Montréal. Puis pas juste rentrer, mais après ça, s'assurer qu'on a les bons programmes, la bonne façon de les accompagner pour gravir les échelons. Puis comme je le disais en entrevue, je peux m'identifier à ce processus-là. Je ne suis pas une femme racisée, mais je suis une femme. Et les programmes qui ont été mis en place au cours les 40 dernières années, à différents rythmes, là, mais d'accompagner les femmes, non seulement à accéder à des postes, mais aussi à gravir les échelons, ça fonctionne. Alors, je pense qu'il faut faire la même chose, avoir ce même focus pour les personnes racisées, les personnes issues des communautés culturelles de Montréal, pour avoir une plus grande représentation. Puis si on est capable de donner l'exemple, entre autres, je pense que ça va donner le goût aussi. Et j'espère que les jeunes vont pousser aussi leur employeur à avoir une réflexion critique sur comment ils embauchent, comment ça se passe, peut-être des formations sur la discrimination systémique, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui, des fois, ne s'en rendent pas compte. Mais c'est plate quand c'est toujours les personnes racisées qui sont obligées de faire de l'éducation sur qu'est-ce que c'est la discrimination. Fait que si on peut faire des programmes pour que les gens soient plus ouverts et sensibilisés, ben, je pense que ça donnera un coup de main, entre autres. On est content d'entendre ça. C'est certainement un enjeu que pour beaucoup de gens, surtout si ça leur touche de façon personnelle. Je suis content je crois que beaucoup de gens vont être très contents de votre réponse. On attend la nomination du commissaire. Oui! On a hâte. Bientôt. Oui. Alors, un facteur crucial pour l'inclusion, c'est le logement. Ouais. Le logement, c'est un facteur qui nous permet de réussir une ville inclusive. Vous, en tant que mairesse, vous avez pris beaucoup d'initiatives pour aider les jeunes familles, les jeunes tout court, à avoir accès au logement. C'est pas facile à Montréal. Le prix du logement augmente, l'achat d'une maison, c'est très cher, et la COVID a juste rendu ça encore plus pire. Alors, vous avez utilisé le droit de préemption pour le parc extension pour le logement social. Vous avez également introduit et défendu le règlement pour une métropole mixte. Oui. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, pouvez-vous détailler ce projet, expliquer comment il fera une différence pour les jeunes familles, sans ou avec enfants? Oui, bien, c'est une bonne question parce que pour les initiés, ils comprennent un peu mieux, mais sinon, c'est quoi ça, 20? Disons que 3 chiffres, 20. Ça veut dire quoi? 20 20 Bon, traditionnellement, quand il y a un projet d'immobilier qui se fait, là, une tour, là, bien, en général, il n'y a pas d'obligation à construire du logement social abordable ou familial. C'est une négociation qui se fait avec le promoteur, l'arrondissement, ou la ville dit « Ah oui, donc, fais-en donc. » Puis on dit « Ah oui, peut-être, mais si je dis oui, je veux ça. » Puis la stratégie. Oui, puis c'est ça exactement. Puis on ne peut plus penser comme ça. Non. Moi, je pense vraiment qu'on doit impliquer les constructeurs, les promoteurs, tout le milieu de l'immobilier dans une stratégie pour qu'on soit capable de construire du logement pour tous les Montréalais. C'est ça la mixité, moi, la mixité sociale, économique et culturelle. Donc, j'ai décidé d'aller plus loin. Avant, on disait « Ah, ça te tente-tu de faire du logement social? » Grosso modo. Là, ça va être « T'es obligé d'en faire. » Pardon. Fait que c'est différent, mais c'est cette dynamique-là qu'il faut changer. Ça va prendre du temps avant qu'on voit les fruits, là. Mais dès le printemps, ça va être en application. Et moi, je pense que dans 5 ans, déjà, on va avoir pas mal changé le visage de Montréal parce que ça va permettre de faire du logement abordable, social et familial ici dans le centre-ville, mais dans plein d'autres quartiers. Fait que c'est comme un changement de vision pour l'habitation. Plutôt que d'être toujours à la remorque puis d'attendre, j'ai envie que la ville soit proactive et elle dise « Nous, c'est de ça dont on a besoin. »
c'est un privilège de construire à Montréal. C'est une propriété privée, soit, mais c'est quand même un privilège. Ouais. Fait que, mettons qu'on s'arrange pour que tout le monde soit gagnant. C'est un principe qu'on défend au nom de la diversité que représente la ville. Oui, exactement. C'est en plein ça. Mais fantastique. Mais ça conclut notre première partie de Mon discussion. Dieu. Merci pour cet échange avec plaisir. moi. C'est des réponses très détaillées. On a hâte à voir tous ces projets porter fruit. Et maintenant, on va arriver à la deuxième partie de la soirée. Oui. C'est les questions du public. Ouais. Alors, il y a quelques questions que les participants peuvent poser eux-mêmes, d'autres questions qu'on a eues à l'écrit que moi, je vais poser. Alors, on va sans tarder, on va aller avec la première participante, Noémie Fortin-Brunet. Alors, Noémie, à toi la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Noémie. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais savoir, on parle de plus en plus d'alimentation locale et écologique au Québec. Puis je voulais savoir quel rôle la Ville de Montréal peut jouer pour que les citoyens aient accès à une alimentation qui est de qualité puis qui est écologiquement responsable. C'est une super bonne question. Moi, j'ai envie de saisir l'occasion de la relance économique. Bon, la COVID, c'est pas le fun, mais bon, il faut voir qu'est-ce qui ressort de ça de positif, si je peux dire, ou des opportunités. Et on travaille avec le gouvernement du Québec qui, lui aussi, est très intéressé à ce qu'on soit plus souverain là, au niveau alimentaire. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, on souhaite que la relance économique, elle soutienne des projets d'agriculture urbaine, de serre urbaine également. On veut travailler avec différents partenaires pour vraiment avoir des projets qui vont minimiser le nombre de kilomètres entre la production et la consommation. Donc, ça fait partie des objectifs. Puis déjà, c'est sûr que nous, comme parti, on a toujours été très agriculture urbaine, mais là, j'aimerais ça l'amener à un autre niveau, un peu comme les fermes Loufa, mettons, mais qui seraient peut-être d'autres modèles d'affaires ou d'autres façons de nourrir plus de monde. Est-ce que ça répond, Noémie? Ça doit être un oui. Oui, c'est ça. Merci. T'habites dans quel arrondissement, Noémie? Moi, je suis dans le centre-sud. Ah, cool. Est-ce que tu connais le projet de la serre communautaire dans le parc? J'ai un petit blanc. Oui, sur la rue Dufresne. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai ma meilleure amie qui a travaillé dans les jardins sur cette rue-là cet été. Là. Ah, excellent. C'est super intéressant comme projet, mais je pense que c'est beaucoup intéressant du point de vue de la sensibilisation puis de l'engagement citoyenne. Par contre, moi, mon opinion personnelle, c'est plutôt que l'agriculture urbaine ne pourra jamais nourrir la ville. On sera toujours dépendant des campagnes autour. Puis je pense que les marchés fermiers aussi sont hyper importants parce qu'il faut maintenir un lien de solidarité avec les gens de l'extérieur de la ville qui créent notre nourriture. Bien, écoute, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que j'aimerais, c'est un espèce de système mixte parce que tu as raison qu'on ne peut pas nourrir tous les Montréalais avec seulement de l'agriculture qui se fait sur l'île. Et puis, l'échange dont tu parles, il est important. Mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait quand même avoir des projets très novateurs là, en termes d'agriculture urbaine de masse, on va le dire comme ça. Mais merci pour ta question. Merci. Merci. Alors, la prochaine question va être posée en anglais. Alors, The question comes from Alex Wang. Would you consider defunding the SPVM in order to inject more money in social services and mental health services? So this is a very good question. Thank you, Alex, for asking this question. I know a lot of people talk about defunding the police, which is a kind of a international or at least North American movement. And what I've said is that I'm definitely willing to have a discussion about how do we fund our police? What kind of tools do we provide them with? Is there things that needs to change? Because of course there are, we can see that there's a lot of situation where it's not so much about having a gun, but more to do some social work, to be a person of reference. And to be honest, there's models in Montreal that work so well. I want to give one example. There's one team that is called IMRI, and it's a police car in which there is one cop and one social service person, like a community organizing person. They work together. And so they work with the homeless population. They work downtown. That works so well because they both have their tools and approach, but they're equal in a car. So all I'm saying is I'm not close to defunding, but I'm definitely
more in the how do we reorient some of the funding? How do we make sure that it's going in the way or, towards the right population? So I'm hoping to have that discussion in the near future. It is a big subject. It is a big subject, but I think it's worth having it. Definitely. Thank you for the answer. Maybe a little word in French so our audience can... Ah oui, bien sûr. La question était concernant est-ce que je suis disponible, pas disponible, mais prête à définancer la police. Et je disais que je ne suis pas contre, mais je pense que ça vaut la peine d'avoir quand même une discussion sur notre vision de la police et des services policiers et quel genre d'outils est-ce qu'on veut leur offrir ou comment il y a peut-être des possibilités de travailler en équipe avec d'autres types de ressources pour offrir les meilleurs services en fonction des problématiques sociales qui émergent. Ouais. Merci beaucoup. Alors, une prochaine question va être posée par un participant du public. C'est Gabriel Bouvier. Alors, Gabriel, à toi la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Je vais faire une petite transition aussi avec ce que Noémie disait avant moi par rapport au dialogue aussi avec la campagne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, j'ai peut-être un peu plus de misère dans le portrait géographique du Québec, c'est peut-être les banlieues, que je ne trouve pas nécessairement toujours efficaces. Dans tout le contexte actuel de la pandémie et le télétravail, on voit que plusieurs citoyens risquent de commencer à délaisser la ville pour la banlieue et également les vélos de transport en commun pour la voiture. Donc, je me demandais quelles actions sont prises ou sont étudiées en ce moment par l'administration pour éviter que ça arrive ou que ça se poursuive. Excuse-moi, Gabriel, c'est une grande question parce que c'est sûr que la COVID vient tout bousculer, là. Je pense que vient bousculer notre façon d'être, notre façon de travailler, clairement, parce que le télétravail est mis de l'avant pour des raisons sanitaires. Puis là, on vient de retomber dans le rouge, donc ça recommence pour un deuxième cycle. Il est un peu trop tôt, je dirais, en ce moment, pour dire comment on va contrer tout ça? C'est sûr que j'espère que dès qu'on a un vaccin, on est capable de ramener beaucoup plus de travailleurs, par exemple, au centre-ville. Et ce que j'entends, c'est que les gens ont envie de revenir aussi, là. Le fait que plus personne ne venir à Montréal, c'est faux. Il y a des gens qui ont envie de revenir parce qu'ils ont envie de socialiser puis de pas juste travailler en isolement chez eux. Mais c'est évident que ça va nous emmener quand même à réfléchir à notre partage de l'espace, même notre conception d'un centre-ville. Mais dans tous les cas, moi, je vais continuer à militer très fort pour que le transport actif et le transport collectif soient accessibles. Puis il y a des projets comme, par exemple, le REM qui veut se rendre dans différentes banlieues. C'est pas nécessairement mauvais dans la mesure où ça peut permettre à des gens de rentrer en ville sans nécessairement entrer en voiture. Puis après ça, venir consommer et dépenser à Montréal. C'est ça. Ça, c'est comme l'idéal. Mais il va y avoir pas mal de réflexions à faire dans les prochains mois, je pense, là-dessus. Merci. Merci. Merci beaucoup, Gabriel. Maintenant, la prochaine question vient de Mathieu Falardeau et je vais la poser. C'est qu'allez-vous faire pour relier les quartiers centraux aux quartiers excentrés? Pour quelqu'un qui vit à Pointe-aux-Trembles et travaille dans le Myland, c'est difficile des fois de faire le transport actif et le transport en commun. Oui. C'est une bonne question. C'est souvent, merci beaucoup Mathieu pour ta question. C'est la raison pour laquelle je considère que le transport collectif, c'est vraiment la clé. Puis quand je dis que c'est un investissement, entre autres, un investissement économique, c'est pour permettre à des gens qui, justement, habitent sur l'île d'un côté, mais qui voudraient se rendre de l'autre côté, puis que ça leur prenne pas une heure. Parce que je suis sûre que, je sais pas si c'est toi, Mathieu, là, si c'est ton cas à toi, mais ça doit te prendre presque 1h30, d'après moi, là, faire ton parcours. Donc, c'est pas acceptable. Alors, c'est pour ça qu'il faut du transport collectif. C'est pour ça que la ligne bleue, j'y crois. Le tramway d'est en ouest, j'y crois. La ligne rose, les gens me disent « Oh, on n'entend plus parler de la ligne rose. » Inquiétez-vous pas, elle est toujours dans ma tête et dans mon cœur parce que ça viendrait desservir complètement les quartiers très enclavés de Saint-Michel, Saint-Léonard, Montréal-Nord, puis aussi Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, pardon. Donc, c'est... Le transport actif, pour moi, le transport collectif, c'est fondamental. Et le transport actif, souvent, c'est ce qui permet de faire le dernier kilomètre. Donc, on a la ligne bleue, on est rendu à Anjou.
On fait des stations de Bixi, les gens font le dernier kilomètre jusqu'à chez eux. Je pense que ça va vraiment améliorer la vie des gens, puis enlever des voitures sur la route, je l'espère. Alors, transport collectif, transport actif. Ça ressemble à ça. C'est ça mon plan. Parfait. Alors, la prochaine question va être posée en personne par notre participant Olivier Lasselle. À toi la parole, Olivier. Es-tu là, Olivier? Je pense. Je suis là, j'attendais d'activer mon micro. Bonsoir. Bonjour, Olivier. Bonsoir, Momo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là. Je suis content de te voir. Merci. Ça fait du bien de voir des visages familiers. Madame Plante, merci de participer à l'exercice. Ma question concerne la langue française. Oui. On sait que depuis quelques années, il y a des rapports qui sortent un peu malheureux, là, en fait très malheureux concernant les plans, là, que ce soit comme langue de travail, langue d'accueil, etc. Même au niveau des inscriptions, dans les institutions postsecondaires, il y a des programmes qui commencent à fermer dans les cégeps et les universités faute d'inscription dans les milieux francophones. Donc, ma question était tout simplement, quel est votre plan dans les prochains mois et années pour freiner finalement le recul du français à Montréal et consolider notre belle langue comme langue commune? Oui, tout à fait. C'est une bonne question parce que c'est vrai que tous ces rapports-là, c'est préoccupant. Montréal, on est la seule, l'unique métropole francophone en Amérique du Nord, là, donc c'est un statut qui est important puis qu'on veut conserver. J'aurais peut-être deux choses. La première, c'est en décidant de nommer Cathy Wong responsable des discriminations systémiques, on a décidé aussi de créer, d'associer à ce poste-là une fonction, une responsabilité en lien avec la langue française. C'est la première fois qu'on voit ça au comité exécutif. Puis je dis pas ça, je veux pas que ça soit juste un symbole, là. C'est vrai. Ça veut dire que je veux que Cathy, qui en plus est une enfant de la loi 101 et qui adore sa langue. Comme moi. Voilà, exactement. Et puis, qui puisse nous aider comme administration à positionner le français comme une langue de travail, une langue de vie, une langue pour tout le monde, la langue commune. Et à ce niveau-là, bien, depuis que je suis en poste, j'ai offert toute ma collaboration au gouvernement du Québec parce qu'eux, ils ont un plan et on ne se cachera pas la langue française dans des mécanismes de promotion ou coercitifs, bien que je sois plus dans sensibilisation, promotion, éducation. Je pense que le gouvernement du Québec a, entre autres, les moyens à une vision plus générale. Alors, nous, on souhaite vraiment appuyer le gouvernement dans l'élaboration de ce plan-là spécifique à Montréal. Puis, vous savez quoi? Pour moi, la clé, ça passe énormément par l'accès à des cours de français pour les nouveaux arrivants ou ceux qui sont ici depuis longtemps, mais qui soient faciles d'accès, qui correspondent à leurs besoins, que même si tu as une job, tu as des enfants, ben, tu n'as pas besoin d'aller au bout de la ville pour avoir un cours de français. Il faut que ça soit peut-être adapté à ton milieu de travail. Il faut que ça soit quelque chose de le fun, de facile. Et c'est de travailler aussi avec les étudiants parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent à Montréal pour étudier, bon, pas de ce temps-ci, là, mais et de faire en sorte qu'ils aiment le français. Ça passe par la culture, entre autres choses. On a tellement une scène culturelle francophone exceptionnelle à Montréal. Et on a beaucoup d'étudiants qui nous disent hey, « Il me semble que j'aimerais ça, moi, m'accrocher à la langue pour pas juste une raison pratique, mais une raison de cœur. » Alors, je pense qu'il faut aussi être créatif et faire vibrer le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore le français, puis qu'on leur dit « Non, il faut l'apprendre, puis ça va être une plus-value, ça va être un plus dans votre vie. » Là. Alors, différentes approches, mais définitivement, on travaille avec le gouvernement du Québec là-dessus. Merci beaucoup. En force de la lanceur, moi aussi, ça me tient très au cœur, la place du français. Ouais. Alors, c'est content de savoir qu'on va conserver ce statut de métropole francophone. Absolument. Alors, notre prochaine question, elle vient de Rali Jamali. Je vais la lire. Comment pouvez-vous réaliser la transition écologique le plus tôt possible, tout en maintenant vos chances d'être réélu? On a parlé tantôt, ça devient difficile. Alors, Bien, ça dépend parce que moi, je considère que le fait d'avoir des idées fortes pour l'environnement fait partie de ce qui me distingue comme politicienne. Pour moi, c'est un plus.
Et au final, j'ai pas envie de mettre ça de côté, là. Moi, l'environnement, j'y tiens, puis je veux me battre pour ça. Alors, c'est sûr que quand des questions de transition écologique, ça nous amène à devoir... moi, mon approche comme mairesse, c'est d'accompagner les gens. Mais en même temps, des fois, il faut pousser un peu, là. Il faut croire dans ces projets, comme le rêve est un projet dans lequel je crois de transport actif. Mais je pense que si on a la bonne façon d'accompagner les Montréalais, Montréalaises dans pourquoi on fait ça, pourquoi la transition écologique est fondamentale. En général, quand je parle aux gens, là, entre autres, je parle aux personnes aînées, puis je leur parle de transition écologique, puis ils me disent « Faites-le pour mes petits-enfants. » Puis ça, ils comprennent. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Ouais. Moi, ça me touche toujours, puis je me dis « Ouais, c'est pour ça qu'on le fait. » Fait que je vais continuer à suivre, à être connectée à mes valeurs profondes. Puis on verra bien ce qui se passera, mais j'aime penser que les jeunes, entre autres, seront là au rendez-vous aux élections pour choisir un politicien ou une politicienne qui défend ça en quoi ils croient. Puis si c'est la transition écologique, ben en tout cas, moi, je suis là. Ça peut devenir source d'inspiration pour les autres palais de gouvernement? Bien, c'est sûr que c'est un peu ça qu'on souhaite, parce que la transition écologique, je ne peux pas la faire toute seule. Non, comme ville. Certainement. Les gros fonds, que ce soit au niveau d'électrification, la valorisation des berges, acheter des terrains humides, tout ça, le verdissement, c'est aussi beaucoup lié au cash. Au cash. C'est tout dans le cash. Oui, c'est souvent le cash. Oui. Alors, la prochaine question vient d'un participant, Rachid Ben Larbi. Alors, Rachid, la mairesse t'écoute. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, Rachid. Alors, merci Madame Plante pour votre présence. Alors, vous avez déjà répondu à la moitié de ma question, c'est que ça concerne la ligne rose. Je sais que c'est toujours d'actualité pour vous, mais beaucoup de gens disent et jugent que votre projet de ligne rose, c'est un peu utopique, c'est peut-être pas réalisable. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi votre carnet de route ou votre plan pour mener à bien ce projet et surtout que la ligne rose se réalise? Oui, ben c'est une bonne question parce que oui, j'y crois puis elle est vraiment importante. Ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait, c'est de la mettre en deux phases, hein, parce que quand il y a 2 ans de ça, j'ai vu une opportunité pour convaincre le gouvernement du Québec d'embarquer dans la ligne rose, le tronçon ouest. C'est-à-dire le tronçon qui part du centre-ville jusqu'à la Chine et qui est à l'extérieur. Et comme le gouvernement avait le projet de faire un REM dans l'Est. Alors, ce que j'ai dit à l'époque, c'est, mon Dieu, quel beau projet d'Est en Ouest, ça serait merveilleux. Et puis, voilà, moi, j'aurais toujours bien un tronçon de la ligne rose de fait. Et ça, je m'en réjouis. Alors, c'est une belle victoire. Mais il reste tout l'autre tronçon qui était prévu en souterrain entre Montréal-Nord et le centre-ville. C'est évident qu'avec la COVID, les investissements, on peut parler de la ligne bleue, d'autres projets, c'est pas gagné d'avance, mais je lâcherai pas le morceau parce que, je le disais tantôt, les besoins dans le nord-est de Montréal sont immenses. C'est pas normal qu'on n'ait pas d'axe de moyens de transport structurants dans des coins aussi denses, avec autant de monde que, par exemple, Montréal-Nord. Ça n'a pas de sens. Donc, je sais que ça peut... pour désengorger la ligne orange aussi. Oui, exactement. Ah, merci, Momo, tu as tout à fait raison. J'avais oublié cet argument-là qui est majeur parce qu'on aime ça, la ligne bleue. Là. On aime ça. La ligne bleue va mettre du poids sur la ligne orange. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça. Alors, je serai au front pour la ligne rose. On continue à investir des sommes pour pouvoir documenter. Et puis, il y a encore tout un travail à faire auprès des décideurs, comme quoi un trajet d'est en ouest, de nord-est vers le centre-ville. La diagonale. La diagonale est absolument essentielle. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la question. Alors, la prochaine question vient de Lucia Garguilo. Désolé si je massacre le nom, c'est Garguilo. Mais je pense que c'est Lucia, c'est Madame. Madame. Oui. Lucia Garguilo. Merci, Madame la mairesse. Ça me fait plaisir. Rencontrer le monde toujours, on apprend à apprendre les noms. Quoi? Alors, c'est aussi en anglais. Alors, what concrete actions is your administration taking to dismantle
the systemic racism that permeates our municipal governing bodies and affects the well-being and safety of people of color. On a un peu parlé de cette question. We talked about this question. We talked about racism and systemic discrimination. Right, so right. It's a good question. Well, I mean, I guess there seems to be something about the safety of people of color. So I tend to think that maybe it's more directed towards the SPVM, which is globally part of the city of Montreal, just like the fire worker and all the other types of workers. So it is an important question. And this is why I was very glad that the police chief decided to publicly address the systemic barriers and some of the discrimination that people of color have been facing, and Aboriginal communities as well. Both have been dealing with over the past, I would say, decades, obviously. So what we're doing right now is so from the city side, I think I shared the plan earlier, yes. But for the SPVM, we're working with them with putting tools like the body cam forward. We're working with the government of Quebec and the government of Canada on this, which is one tool. It's not going to solve everything. A body cam to me is not the answer to systemic discrimination, but it is a way to identify it. That's for sure. So it works. So the other thing is to work with trainings, having more trainings way before they become police. Even at school, when they're doing their training and everything. It's about making sure that there's, in terms of hiring as well. So there has to be more representation as one way also to make sure that the police corps is adapting to this reality that I'm really glad we are addressing. I'm really glad we are. Oh, ça en français? Français. Oui, ben mon Dieu, je vais parler peut-être plus du SPVM parce que la Ville de Montréal accompagne le SPVM aussi dans ces changements en lien avec le racisme et les discriminations systémiques. Et la police s'engage, bien sûr, est en train de faire un plan d'employabilité, avoir plus de diversité au sein de ses troupes, plus de formation, plus d'éducation, en amont même de devenir un policier. Et je suis vraiment fière parce que le chef de police a nommé que oui, il existe de la discrimination systémique au sein des forces policières. Mais on est content d'entendre ça. On va voir le progrès, mais c'est ça. Oui, voilà. Mais... Alors, la prochaine question va être posée par Anthony Breton. Anthony, à toi la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien, Anthony. Donc, merci premièrement, Mme la mairesse, pour prendre le temps de répondre à nos questions ce soir. C'est vraiment apprécié. J'ai une question qui concerne le logement et l'itinérance. Donc, Mohamed a déjà touché un peu sur la question du logement. J'ai un beau préambule à ma question et je suis très fier, donc je vais vous le donner et ensuite je poserai ma question. Donc, de ma compréhension, le marché du logement est plus serré qu'il n'a jamais été ces 20 dernières années. On parle d'un taux d'occupation d'environ 1%. En général, le prix des résidences et des loyers, comme l'a dit Mohamed, explose. On parle de gentrification qui s'accélère. Ça touche des quartiers de plus en plus éloignés du centre. On a parlé de Parc d'Extension tout à l'heure. On parle aussi de Hochelaga Maisonneuve. Le tribunal administratif du logement reprend ses affaires. La COVID-19, avec cette reprise des affaires-là, pousse les citadins vulnérables à dormir dans nos rues. Et l'hiver arrive à grands pas. L'hiver, évidemment, n'attendra pas le vaccin contre la COVID-19 pour épargner une population itinérante dans des refuges. Je comprends que les jeunes sont en partie le problème de cette crise du logement et en partie les victimes. Quelle est votre position sur les solutions à la crise actuelle du logement? Vous avez parlé de votre projet de règlement 20-20-20. Je vois facilement un contre-argument qui dirait qu'on va réduire les investissements immobiliers à Montréal à cause de cette loi-là. Comment est-ce que vous répondriez à ça, sachant qu'encore une fois, on est dans une pénurie de logements, finalement? Merci. Ben, c'est un équilibre à trouver, mais pour moi, le règlement sur l'inclusion est absolument nécessaire. Puis justement, on a toutes les preuves. Tout ce que vous avez nommé, pour moi, fait partie des arguments en faveur. C'est sûr qu'il y a des gens qui pourraient nous dire que ça ne va pas bien au niveau de l'économie, mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, le secteur de la construction, de l'immobilier va très bien. Alors, je pense qu'il y a moyen d'adapter certaines choses dans le règlement,
Mais pour moi, ce règlement-là est absolument vital. Si on avait eu un règlement comme ça il y a 10 ans, là, on n'en serait pas du tout à la situation actuelle. On aurait beaucoup plus de logements. On a à peu près, là, vous avez l'air de bien connaître le dossier, mais il y a 25 000 ménages qui sont sur une liste d'attente. On parle de centaines de milliers de ménages non plus qui payent beaucoup trop cher qu'est-ce qu'ils devraient pour se loger. Puis vous avez parlé des personnes en situation d'itinérance. Le chiffre n'arrête pas de grossir. Il y a toutes sortes de parcours. Il y a des gens qu'on appellerait peut-être des itinérants chroniques qui ne veulent pas ou bref, pas qui ne veulent pas, mais qui sont pas, qui n'ont pas nécessairement un emploi ou que ça s'est transformé dans leur vie. Mais on a aussi des travailleurs qui ont un job qui se retrouvent sur le bord de la rue Notre-Dame. Donc, pour moi, c'est un sujet qui me tient très à cœur, mais que je ne peux pas y arriver seule parce que le logement, à proprement parler, c'est une responsabilité, comme l'itinérance d'ailleurs, du provincial, surtout le logement social. La Ville, nous, on peut être des accompagnateurs, on peut aider. On a sorti 50 millions de dollars pour acheter des terrains. Et d'ailleurs, Momo, tu parlais de l'immeuble qu'on a acheté dans le parc Extension. On dépense comme jamais, si je peux me permettre, pour acheter des terrains et des bâtiments pour faire de l'habitation sociale. Mais une fois que la Ville a fait ça, après ça, il faut des investissements de la part de Québec. On a une entente bilatérale qui est, en tout cas, c'est de bon augure. Ouais. On parle de 1,8 milliard de dollars. Mais ce qui est décevant là-dedans, c'est que c'est une entente qui n'a pas été signée depuis 3 ans. En 3 ans, en faire un projet de logement social, en général, ça prend à peu près 5 ans. Donc, on a comme perdu 3 ans. Alors, ça, c'est très décevant, mais il ne faut pas lâcher. Puis, je le disais tantôt, mais pour moi, la richesse de Montréal, c'est justement sa mixité. On veut des quartiers, on ne veut pas tous des quartiers pareils comme à Toronto ou à Vancouver où c'est juste des gens nantis ou sinon des gens extra pauvres dans des coins. Moi, je ne pense pas que c'est ça qu'on veut. On veut cette mixité-là. Alors, il faut travailler de concert avec les gouvernements. Puis il faut avoir une stratégie claire. Puis je pense que Montréal, j'aime ça penser que depuis qu'on est là, la façon dont on investit massivement puis qu'on est prêt à mettre nos tripes à la table pour un règlement, là, ça démontre comment c'est sérieux puis on veut s'inscrire dans le temps. Je suis tannée de faire de la petite garnotte. Tu sais, je veux un plan. Je veux qu'on pense à long terme puis que justement, dans 5-10 ans, on dise « Ah, du logement social, là. » C'est ça que j'ai envie, là. Fait que ça ressemble à ça. Est-ce que ça répond à la question? Mais je pourrais aller dans tellement de directions avec ce sujet-là. Je vais prendre ça pour un oui. Alors, c'est bon. Ben, merci pour cette réponse. Je sais que c'est un problème de règlement qui vous tient à cœur. Oui, vraiment. Des principes qu'il faut défendre jusqu'au bout, mais il faut défendre pour défendre la mixité, la diversité. Oui, tout à fait. Et c'est ça. Merci beaucoup. Maintenant, on a une prochaine question qui vient de Seda Jaoud. C'est une question en français, je vais la lire. Oui. La crise sanitaire actuelle a engendré un regain de popularité pour le plastique de tout genre et matériel à usage unique. On trouve d'ailleurs de plus en plus de masques et de gants en plastique sur nos routes et trottoirs. La Ville trouve-t-elle cette tendance préoccupante? Si oui, la Ville travaille-t-elle présentement sur une approche? Ben oui, tout à fait. C'est une super bonne question. Merci beaucoup, Seda, parce que on le voit, là, on veut s'attaquer à l'utilisation du plastique à usage unique. Arrive la COVID et là, ben, on veut encourager nos restaurants préférés qui font de la livraison ou des achats take-out, là. Mais tout est dans du plastique ou dans ou des contenants non recyclables. Puis on ne peut pas emmener nos plats, on ne peut plus amener... alors, on ne l'abandonne pas, ce projet-là. On a un projet de règlement sur l'usage du plastique unique qui va permettre non seulement de faire en sorte qu'il n'y en aura plus, mais pour y arriver, il faut quand même accompagner justement les petits commerçants, surtout eux, à faire cette transition-là, puis d'aller vers des contenants qui sont compostables ou réutilisables. Alors, le plan est toujours en place, en fait, avec le plan climat de la transition écologique qu'on devait présenter à la fin du printemps, mais à cause de la COVID, ça ne s'est pas produit. On ne peut pas encore le faire maintenant parce que je veux bien sûr que les gens soient à l'écoute, mais je veux que tout le monde sache que c'est pas mort au chapitre, là. On ne va pas tabletter ça. On cherche juste le bon moment pour le remettre sur les rails. Certainement. Alors,
Une autre question sur le logement. Je ne sais pas si c'est Rosalie Redmond qui va la poser. Alors, Rosalie, à toi la parole. Non? Désolé. Bonjour. Bonjour, Rosalie. Bonjour. Mais premièrement, je veux dire que moi, je suis extrêmement fière qu'on ait une mairesse à Montréal, d'avoir une femme en politique. C'est très excitant de vous voir tous les jours. Merci. Puis ma question, ce serait sur le plan d'action en innovation sociale que vous avez lancé en 2018-2022. Ça a été super positif pour le milieu parce qu'il y a énormément de jeunes qui travaillent en innovation sociale. Ça rejoint la transition écologique, la mobilité. Ça rejoint vraiment beaucoup de vos priorités. Puis ça a été une bougie d'allumage aussi parce que quand vous investissez dans l'innovation sociale, les autres gouvernements, après, investissent dans les projets parce qu'ils voient qu'il y a un bailleur de fonds qui est là en premier. Donc, ça, c'est super. Est-ce que vous voulez renouveler ce plan d'action-là pour un deuxième mandat quand vous allez être élu? Oui, absolument. C'est un projet c'est vraiment un programme qui, justement, est gagnant-gagnant, en fait, pour tout le monde, là. Autant pour nous, pour le gouvernement, bien sûr, pour nos jeunes qui se lancent, qui ont des idées incroyables. Moi, je pense que la force de Montréal, avec son écosystème, avec beaucoup de startups, entre autres, démontre là, à quel point on est un milieu allumé. Et ce qu'on doit faire, c'est de s'assurer de mettre en contact les différentes forces en présence. Donc, oui, tout à fait. Puis vous arrivez dans quel milieu? Bien, je suis dans l'accélérateur, en fait, de projets en innovation sociale qui s'appelle l'Esplanade. OK. Par transparence, qui a été financé par la politique d'innovation sociale. Puis, on incube des projets super intéressants comme la livraison à vélo avec Coop ProLibre. Puis, pour en plus, on a notre accélérateur, les cliniques mobiles en santé, en pédiatrie dans Montréal-Nord, la transformerie qui fait les bocaux dans Rosemont. Tout ça, c'est grâce à vous qui avez financé le parcours d'innovation sociale. On incube des projets, puis maintenant, ça retourne sur le terrain. Donc, c'est oui. que vous avez parti. Là. Mon Dieu, je suis contente d'entendre ça. Bravo pour ton travail. Puis ça me fait vraiment chaud au cœur d'entendre que ça marche. Puis c'est souvent ça que je dis. Faut vraiment laisser plus de place aux jeunes, à l'innovation, à la créativité, aux incubateurs, parce que c'est vraiment porteur, là. Puis ça réussit à être... C'est aussi une façon d'être très agile en fonction des problèmes qui émergent. Des fois, la ville, elle peut répondre, mais on est un gros bateau, là. Fait que, puis c'est correct qu'on n'ait pas toutes les solutions. Donc, il faut travailler avec des gens qui les ont, puis qui ont peut-être qui peuvent ramer plus vite dans une direction ou l'autre. Alors, bravo, puis oui, on va continuer à investir dans notre relève. Super, merci. Merci pour la question. Alors, on a une autre question qui vient de Camille Gellix, comment faire pour donner envie aux jeunes de participer à la vie locale à travers l'institution qui est la mairie? Comment mobiliser une ville aussi étudiante que Montréal? Oui, ça, c'est une bonne question, honnêtement. C'est souvent un défi, là, je ne le cacherai pas, d'interpeller les citoyens et citoyennes de tous les âges. On se dit souvent que des fois, au conseil municipal, dans les conseils d'arrondissement, il y a des visages qui reviennent souvent, puis c'est très correct. Ouais. Mais comment on fait pour susciter l'adhésion ou l'intérêt, entre autres, des jeunes pour les différents espaces là, de citoyens? Alors, honnêtement, une des raisons pour lesquelles on est vraiment content à Projet Montréal d'avoir un comité jeune hyper dynamique, n'est-ce pas? C'est de nous nourrir au niveau des idées. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'en général, quand on a des sujets qui interpellent les jeunes, on voit que ça fonctionne. Je pense, entre autres, on parlait de la commission sur le racisme systémique. C'est incroyable de voir la quantité de jeunes qui sont allés à l'Office de consultation publique de Montréal participer. Quand on va faire on va consulter sur l'utilisation le bannissement du plastique à usage unique, je suis à peu près certain qu'il va y avoir bien des jeunes. Même chose pour le transport. Donc, non seulement il faut trouver des sujets qui les interpellent, puis développer des outils peut-être plus intéressants que nécessairement se déplacer dans une salle à une heure qui n'est pas toujours pertinente pour les jeunes ou pour les parents aussi. Là. Moi, je pense souvent aux jeunes parents qui ne peuvent pas se déplacer avec les enfants, bien qu'on ait fait des haltes garderies dans plein de conseils d'arrondissement. Alors, faut être créatif. Je pense qu'on pourrait, les outils technologiques qu'on a maintenant aussi sont très aidants. Mais si jamais, Camille, tu as de bonnes idées, il faudrait que tu parles avec Momo.
Comme la mairesse dit, on a un comité jeune très dynamique. Restez à l'affût, on a des nouvelles qui s'en viennent dans les jours à venir. Alors, oui. Stay tuned. Stay tuned, oui, ça va être excitant. Alors, merci Camille pour la question. En tant que jeune, ça me tient à cœur la participation des jeunes en politique municipale, surtout. C'est très difficile, mais un comité jeune très fort. On a une mairesse qui nous écoute. On est content de ça. On a un chef qui nous écoute à Projet Montréal. C'est ça qui nous rend très fiers. Alors, on aura peut-être le temps de prendre une dernière question qui va être par le participant Laurent Perrault. Alors, Laurent, tu as la chance dans la dernière prise de parole avec la mairesse. Pas de pression. Pas de pression. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais simplement vous remercier de la chance d'organiser ce genre d'initiative-là. Je célèbre votre souci de transparence puis d'encourager la participation citoyenne. Puis justement, ma question est reliée à ça. Je me demandais comment vous viviez justement la pression médiatique puis parfois même la mauvaise foi de certains médias par rapport à certains de vos projets. Et voilà. Écoute, Laurent, merci pour la question. Je dirais pas que c'est facile, là, parce que depuis que je suis mairesse, j'ai la peau plus épaisse. Donc, on s'endurcit. Puis en même temps, il ne faut pas trop s'endurcir. Je pense qu'il faut rester, garder notre capacité à être, parce que je suis une personne très sensible et vulnérable, parce que c'est ce qui fait qu'on sent ce qui se passe. Mais c'est une chose que j'ai appris, c'est que en général, le changement, ça dérange. Ou en général, beaucoup de gens vont dire « OK, moi, je veux la transition écologique. Oui, je veux qu'on diminue le gaspillage alimentaire, par exemple. » Je donne un exemple précis. Mais quand ça tombe dans le quotidien puis quand ça change nos habitudes, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Puis dans la période de la COVID, je te cacherai pas, Laurent, que les gens sont sur les dents, là, ils sont stressés pour des raisons, comme je disais, en ouverture. Donc, au final, moi, je me suis donné comme mission, comme mairesse, que quand je me couche le soir, il faut que je puisse me dire que je suis en accord avec mes principes et mes valeurs. Et juste depuis que je suis mairesse, je dors bien toutes les nuits. Bon, des fois, je suis un peu stressée, là, mais de façon générale, je dors bien. Et c'est pour ça qu'un projet comme récemment, j'ai décidé de faire des ajustements quand les gens en disaient « OK, on en a assez, là, les chantiers, tout ça. » Je dis « OK, on va s'ajuster. » Mais un projet comme le Rêve, pour moi, qui va venir changer toute la rue Saint-Denis, notre mobilité et la sécurité à laquelle je tiens tellement, là, on avance. On avance parce que souvent, les gens ont peur du changement, mais une fois qu'ils l'ont vécu, ils ne retourneraient jamais en arrière. La rue, la piste cyclable sur Rachel, le maire Doré se disait « Oh mon Dieu, et je pense qu'on ne peut pas la faire, les gens sont trop fâchés. » Et qui peut s'imaginer qu'il n'y ait pas de piste cyclable sur Rachel, par exemple? Ou comment est-ce qu'on pourrait imaginer un quartier comme, je ne sais pas moi, le village quand il est piéton l'été? Ou des places qu'on aurait fait, pas juste mais dans le passé. Alors, il faut accompagner les gens dans le changement. Il faut être à l'écoute, mais il ne faut pas non plus... il faut rester droite. Et puis, il y a un proverbe haïtien qui dit que le peuple haïtien est comme le roseau, il plie, mais il ne casse pas. Alors, j'aurais tendance à dire que je suis comme le roseau. Merci. Parfait. Merci beaucoup. On est content de savoir qu'on a une mairesse qui s'est s'enfoncer. Alors, pour les gens qui tiennent aux valeurs de Projet Montréal, on est très content d'entendre ça, surtout les jeunes. Je suis certain qu'il y en a beaucoup qui... Mais je compte sur vous, là, ceux qui m'écoutent. Oui. Pour les enjeux qui vous tiennent à cœur, soyez vocables, manifestez-vous, soyez là. On parle d'engagement citoyen. Il y a les médias sociaux, puis des fois, c'est pas toujours le fun, les médias sociaux. Alors, j'encourage pas nécessairement les gens de s'investir tant que ça là-dedans. Là, il y a la COVID, mais je rappelle, je m'excuse, mais moi, j'ai pris un peu ce que je souhaite dire, c'est que la lancée sur laquelle on était avant la COVID avec l'environnement, dès qu'on aura la chance, il faut reprendre le lead. Là. On reprend le taureau par les cornes parce que c'est le combat de votre génération et des générations après vous. Là. Certainement. Mais ça a l'air que le temps s'enfile très rapidement. On arrive à la fin. Alors, j'aimerais dire merci aux participants d'être là. Merci à la mairesse. Alors, je vous donne la mot de la fin. Ben, écoute, merci Momo pour cet échange vraiment, vraiment très agréable. Puis,
J'espère, je remercie tout le monde qui ont participé, celles et ceux qui nous écoutent. Je pense qu'on va refaire ça parce que c'est une belle façon de pouvoir jaser avec vous qui êtes loin. Moi, je suis une mairesse de terrain. J'aime ça aller voir les gens, mais là, COVID oblige. On est souvent plus derrière un écran, mais je pense que c'est une belle façon de pouvoir jaser. Et je vais vous souhaiter à tous et toutes, que vous soyez étudiants, travailleurs, à la maison ou à l'extérieur, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre santé, des gens autour de vous. J'en profite pour dire qu'on a un mois à traverser. Et là, je vais mettre un peu mon chapeau là, comment dire, au niveau de la santé publique pour vous rappeler là, de ne pas avoir de rassemblement dans le prochain mois, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce qu'on souhaite vraiment atténuer la courbe. Je vais aussi porter le message que si jamais vous recevez un appel de la santé publique qui vous appelle, répondez, s'il vous plaît, parce que si jamais vous avez été en contact avec un ami ou quelqu'un ou un membre de la famille qui a la COVID, on doit pouvoir vous le dire, mais aussi faire toute l'étude autour de vous pour pouvoir minimiser les risques de votre famille, de vos amis. Alors, s'il vous plaît, répondez au téléphone. Et puis, sinon, prenez bien soin de vous. J'ai hâte qu'on se retrouve en mode post-COVID pour échanger et puis pouvoir profiter de toutes vos bonnes idées. Merci beaucoup, tout le monde. Merci. Merci. Bonne soirée, tout le monde.